forme de muséographie très vivante, en faisant appel au son, à l'image en mouvement, à ces formes de muséographie qui, voilà, basées sur la reconstitution, alors sur des bases scientifiques très précises. Et j'en parle d'autant plus que donc je dirige et ça va permettre de lancer le sujet. Je dirige un musée qui a rouvert il y a 2 ans. Donc en Champagne, qui raconte l'histoire de la Champagne et du Champagne. Après une très grande campagne de rénovation, musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale, et qui fait justement qui fait beaucoup appel à l'immersif, au tactile, au sensoriel, donc différents dispositifs multisensoriels pour faire parler des collections. Et on est en effet dans ce musée sur des fonds, sur des collections qui nécessitent en effet d'être énormément contextualisé, puisque c'est à la fois des collections de paléontologie, de géologie, des collections d'archéologie, et liées au vin de Champagne, donc à un process et bien sûr à une dimension sensorielle, une boisson, le champagne. Donc c'est aussi pour lancer le sujet. Je pense que je vous interrogerai ensuite sur cette question du lien et de l'articulation entre ces dispositifs et les collections elles-mêmes. Comment on fait en sorte que ces dispositifs soient finalement un moyen pour aller ensuite découvrir et comprendre ces collections qui sont présentées dans ces différents musées. Et donc là, voilà, je voulais juste vous dire un petit mot sur 2-3 dispositifs. Donc beaucoup de facsimilés, voilà, des objets, donc des facsimilés de nos collections, donc qui peuvent être touchés, qui peuvent être manipulés. Vous allez retrouver également dans ce musée, voilà, des céramiques à reconstituer. Donc on est beaucoup sur le tactile, sur le ludique aussi. Une table des arômes, évidemment, sur les cépages champenois pour voir l'évolution des champagnes. Également, alors là évidemment on peut pas le voir, mais des bruits qui permettent de contextualiser ce que sont les différentes étapes de fabrication du champagne, les vendanges, le pressoir, les bruits en cave, voilà. Et casque à réalité virtuelle qui nous plonge dans des sépultures souterraines des hypogées du néolithique. Voilà. Donc ça, c'était quelques exemples de dispositifs. Voilà, j'ai pris évidemment dans le musée que je dirige, mais pour vous montrer toute cette palette qui s'offre à nous aujourd'hui dans les musées, voilà, autour de ces nouvelles formes de médiation. Et donc, je vais maintenant vous céder la parole, et notamment vous, Alessandra. Alors, je pense que ça doit se suivre. Oui, voilà. Donc, je vais vous donner voilà. Je vais vous laisser aussi peut-être prendre. Non, c'est au-dessus. Voilà. Prendre peut-être un micro. Voilà. Donc vous êtes productrice chez Lucid Realities et donc vous travaillez pour un certain nombre de musées et de lieux patrimoniaux pour proposer des expositions en réalité virtuelle. Voilà. Et notamment là, vous allez nous parler de la palette de Van Gogh que vous avez proposée au musée d'Orsay pour donc l'exposition qui a lieu récemment sur Van Gogh. Je vais donc vous laisser vous présenter ce dispositif et peut-être notamment nous dire comment vous avez travaillé avec le musée d'Orsay, quel a été le cahier des charges du musée d'Orsay, quels étaient leurs souhaits en fait, leurs demandes. Pourquoi ce dispositif? Qu'est-ce qu'ils voulaient que ça apporte par rapport à l'exposition consacrée à Van Gogh? D'accord. Alors très rapidement sur la société, donc Lucid Reality, c'est une société de production qui a été fondée en 2018 et qui depuis les débuts est vraiment consacrée à tous les écritures immersives, donc la réalité virtuelle, mais aussi la réalité augmentée. Notre premier projet, c'était donc Dienemi, qui avait été lancé à Lima juste avant la création de la boîte en 2017, et c'était les projets d'un photographe de guerre qui voulait, voilà, et permettait de créer une rencontre impossible entre les combattants de deux côtés d'un conflit. Puis on avait travaillé sur monnaies, sur l'affaire des monnaies pour les musées de l'Orangerie. On avait trouvé une histoire basée sur la correspondance entre Monet et Clemenceau. Puis plus récemment, on avait fait Champollion, et donc, comme il disait Laure, la palette de Van Gogh cet automne avec les musées d'Orsay. Nous, on a la particularité d'être aussi des distributeurs. Voilà, je dis ça très rapidement, mais on s'est posé tout de suite la question de où faire voir ces œuvres. Donc, travailler avec les musées, c'était essentiel pour nous parce que c'est des lieux centraux dans la communauté. Ils ont des espaces, ils ont un patrimoine, et voilà. Donc, voilà, on les a accompagnés depuis les débuts à imaginer des espaces qui peuvent accueillir ces nouvelles propositions. Et là,
depuis un mois, je crois, ou un mois et demi. On a lancé donc une plateforme dédiée, un Frame Collection, qui permet d'avoir accès à un catalogue d'une centaine d'œuvres en réalité virtuelle pour les lieux de culture. Voilà. Donc ça, c'est un peu vraiment c'est notre stratégie. Et donc ça, c'était l'espace qu'on avait créé avec les équipes du musée d'Orsay au sein du musée d'Orsay. Donc là, ça se voit pas, mais donc juste à côté, c'était l'entrée de l'exposition Van Gogh. Et donc pour répondre à ta question, c'était pas exactement mon cahier des charges, mais l'idée c'était vraiment de créer une complémentarité entre les deux moments du parcours. Voilà, c'est ce qui était vraiment super de notre point de vue, et on est très content. On connaît bien les équipes d'Orsay, mais enfin c'était vraiment d'imaginer un parcours intégré. Donc il y avait vraiment la volonté de proposer aux utilisateurs de d'abord commencer par l'espace immersif, donc une entrée en matière très narrative, très sensible, pas fictionnel, mais quand même voilà, qui vont être le registre de l'émotion, et après accéder à l'espace de l'exposition classique et vraiment voilà, pouvoir observer les œuvres avec ces bagages qu'on avait pu créer avec l'expérience. Donc, nous, on travaille toujours avec des auteurs. Ça, je pense que c'est important parce que comme c'est des projets d'auteurs, finalement, on est dans l'interprétation. C'est des auteurs qui parlent d'autres auteurs. Voilà, c'est vraiment un projet créatif dans ce sens-là. Donc là, les parties pris, c'était de vraiment partir de la palette de Van Gogh. Donc ça, c'était la palette on a recréé en 3D la palette que Van Gogh avait laissée à la maison du docteur Gachet. Et on voulait jouer avec les couleurs et la matière. C'était vraiment les parties pris. Et les troisième points, c'était que la voix du narrateur, c'était incarnée par la fille du docteur Gachet. Donc c'était le choix de voir quelqu'un qui n'était pas un savant. Voilà, c'était une jeune fille qui avait pu être témoin d'un moment de la vie de Van Gogh. Et ensuite, il faut toujours aussi exploiter les forces du médium. Donc, la réalité virtuelle nous permet d'interagir, bien sûr, mais aussi de jouer avec les échelles. Donc, on a choisi de proposer aux participants de devenir tout petits et transformer la palette en paysage. Voilà. Donc ça, c'est donc des photos de la version longue qu'on a fait tout de suite après la version qu'on avait au musée d'Orsay, où on allait un peu plus loin. Et voilà, comme vous voyez, la palette, vraiment, c'est un petit univers. Donc, il y a les soleils, le vent, selon différentes séquences, la météo change, l'environnement sonore change. Et ça donne vraiment envie d'arpenter ces paysages de couleurs. Ça, c'est un exemple d'une séquence. Donc, ça, c'était la séquence la nuit étoilée. Et donc, on avait toujours un jeu avec la couleur et la peinture, avec laquelle on pouvait interagir. Dans cette expérience, on était en tracking, qui est vraiment une nouvelle feature de la réalité virtuelle qui est intéressante d'explorer, parce que il y a une étude qui est sortie d'ailleurs récemment, même sans vraiment toucher un objet, les cerveaux recréent la sensation du toucher juste en bougeant la main. Et c'est vraiment quelque chose qu'on découvre là avec ces expériences-là. Voilà, ça c'est un exemple d'une autre interaction qu'on avait. Ça, c'est vraiment des coups des pinceaux qui sont pris du tableau. Et ça, c'est une autre chose qu'on fait toujours. L'idée, comme tu disais, c'est de créer du sens, de toujours revenir à l'œuvre et donc de reprendre des détails de l'œuvre, les magnifier, les mettre en valeur avec le son, la couleur ou l'interaction, comme dans ces cas-là. Voilà. Et voilà, ça, c'est du coup, c'était juste un exemple des gens à l'intérieur. Et voilà, et tout le monde était en train de bouger les mains et enfin c'était assez plaisant de voir comment les gens réagissaient très facilement à ce type de dispositif. D'accord. Donc en fait, c'était un dispositif qui faisait appel, donc qui utilisait des casques, ouais, voilà, c'est ça, et qui faisait également appel à de la photogrammétrie, hein, c'est ça. Tout à fait. Donc, on est vraiment sur beaucoup de nouvelles technologies qui sont mobilisées pour ce dispositif. Tout à fait. Voilà. Pour la palette, ça a été modélisé par un studio de photogrammétrie qui est vraiment spécialisé dans la photogrammétrie très très haute définition pour qu'on puisse avoir les meilleures textures et surtout avoir vraiment tout le relief de la palette tel qu'il était. Très bien. Voilà. Merci. On va, voilà, c'est parfait. Charlotte Améliveau, donc vous avez un micro et voilà, vous avez ce qu'il faut pour passer les slides.
Oui, c'est ça, c'est au-dessus, tout à fait. Voilà, donc je vais vous laisser présenter. Donc en fait, vous êtes là à double titre, à la fois pour présenter un collectif, donc le collectif Jedi, qui, alors vous allez nous expliquer ça plus en détail, hein, mais qui défend justement cette médiation sensible dans une définition la plus large possible, qui ne fait pas forcément appel que aux nouvelles technologies, mais qui qui fait également appel à d'autres formes de sensibilisation. Et je pense, mais on verra peut-être ça dans l'échange tout à l'heure, vous nous présenterez également votre studio Onio de création immersive. Voilà. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ok, super. Donc ravie d'être présente ici et merci à toutes et tous d'être présents. Donc effectivement, je suis la présidente de l'association Jedi qui fédère l'immersif français. Et donc je vais aujourd'hui plutôt vous parler. Mon retour, c'est trop perturbant. Je vais vous parler de la vision que nous défendons de l'immersif, de ce que c'est. Et donc, je parle vraiment dans cette posture aujourd'hui de designer d'expérience. Je ne suis pas du tout muséographe, donc voilà, c'est pas ce point de vue que je vais aborder aujourd'hui. Souvent, quand on parle d'immersion, les premières choses qui nous viennent en tête, ce sont réalité virtuelle. C'est d'avoir quelque chose de très nouveau, c'est d'avoir beaucoup d'écrans, c'est d'avoir des images et d'avoir quelque chose de très technologique. Donc là, je vous ai mis des illustrations donc de la réalité virtuelle, du vidéo mapping. Je pense que l'archétype également, c'est la sphère à Vegas. Et en réalité, quand on va plus précisément dans le détail sur qu'est-ce que c'est être en immersion, c'est rien de tout ça. En fait, l'immersion, c'est avant tout une question d'attention. Vous avez toutes et tous été en immersion des centaines, des milliers de fois dans votre vie. Lorsque vous lisez un très bon livre et que quelqu'un vous appelle et que vous mettez du temps à lever le nez de votre livre, c'est parce que vous êtes en immersion. Être en immersion, c'est vivre l'instant présent de manière extrêmement intense. C'est d'oublier le monde qui nous entoure. Donc aujourd'hui, quand on parle d'expérience immersive, toute la question que nous allons avoir en tant que designer et en tant que créateur d'expérience immersive, c'est comment est-ce qu'on va aller susciter le plus possible ce sentiment d'immersion. Et pour cela, il y a plein de façons de faire et il y a plein de niveaux également d'immersion qui vont pouvoir varier. Je vous ai mis ici quelques exemples. Donc vous avez qui sont plutôt sensoriels du coup vu la thématique du jour. Donc vous avez TeamLab tout à gauche, donc qui est un collectif de designers japonais qui vont créer des œuvres qui vont être très sensorielles. Donc là, c'est dans leurs œuvres, vous avez les pieds dans l'eau, vous avez ces jeux de lumière. Quand vous mettez les mains dans l'eau, là, vous allez avoir des poissons qui vont, des faux poissons bien sûr, qui vont nager autour de vous. Le deuxième exemple, donc c'est justement Onio. Donc là, avec une photo de notre expérience qui s'appelle l'Arbre Soleil, qui est une expérience qui se vit les yeux fermés. C'est un micro-spectacle d'une 15aine de minutes qui se vit les yeux fermés. C'est votre imaginaire qui va se créer ces images. Donc on est loin des écrans, on est loin de la réalité virtuelle. On va utiliser du son spatial et des jeux lumière que vous allez sentir au travers de vos paupières fermées. Et le dernier exemple, c'est le théâtre immersif, qui est du théâtre dans lequel il n'y a pas de distinction entre la scène et la salle, et vous allez pouvoir déambuler, vous allez pouvoir vous balader, vous allez potentiellement même pouvoir parler avec les personnages. Et donc, pourquoi est-ce que l'immersif peut être intéressant dans les musées, moi, j'y vois trois atouts principaux. Alors, j'ai dit améliorer la pédagogie, c'est peut-être un peu prétentieux. C'est plutôt être un outil au service de la pédagogie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser cette sensation d'être présent de manière très intense pour justement améliorer la compréhension, être en situation. Tu le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas que des cerveaux. Nous avons un corps, nous avons des émotions. Et en fait, on sait bien aujourd'hui que les émotions, la mise en action, la mise en scène aident énormément à mieux comprendre et à mieux mémoriser également le contenu qui va nous être présenté. Il y a aussi la dimension d'attraction des publics et ça rejoint un petit peu le troisième point, mais qui est comment est-ce on sait qu'aujourd'hui il y a une crise de l'attention qui est très importante. Il y a aussi des offres culturelles et des offres de divertissement. Il y a des téléphones aussi qui aspirent énormément notre attention. Comment est-ce qu'on peut se démarquer? L'immersif peut être un outil puisque ça plaît, c'est à la mode, ça attire un public qui est jeune et qui a besoin, qui a envie d'être plus actif, qui ne veut plus être passif, qui veut plus être simplement spectateur. Et donc dernier point, donc pour se démarquer des offres culturelles, puisque la concurrence est absolument énorme, il y a beaucoup de créations et donc voilà, il faut réussir à sortir son épingle du jeu.
léger détour un peu théorique, mais qui, je pense, va aider pour la suite de notre discussion. En fait, quand on parle d'immersion, ça veut dire beaucoup de choses. La première dimension d'immersion, c'est l'immersion physique. Donc, c'est l'exemple que je vous ai pu vous donner, par exemple, dans le théâtre immersif avec de grandes scénographies ou avec TeamLab, on va vraiment plonger dans un décor. Donc ça, c'est une immersion. Même là, en fait, on a une forme d'immersion physique. On va dire, il y a un cadre dans lequel on agit. Il y a des comportements qui sont autorisés, des comportements qui sont interdits. Mais voilà, donc c'est avant tout une immersion physique. Mais en fait, je continue d'être moi-même. Je peux sortir mon téléphone, je peux penser à ma liste de courses, je peux penser à des mails auxquels je dois répondre. Le deuxième niveau d'immersion, c'est l'immersion psychologique. Là, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. C'est comment est-ce que je suis de manière très intense en train de vivre l'instant présent. Donc là, généralement, les leviers qui vont être utilisés, ça va être la narration, ça va être les interactions. Donc comment est-ce que j'écris une histoire dans laquelle vous faites partie. Tout l'enjeu de l'immersion, c'est comment est-ce que je fais partie du milieu, du cadre, de l'histoire, du dispositif que vous me proposez. Donc pareil, quand on est même sur de l'immersion physique, vous faites partie puisque vous avez des décors tout autour de vous. Et le dernier niveau d'immersion, c'est l'immersion ontologique. Donc ça, c'est vraiment une expérience qui va avoir un sens extrêmement intime pour vous. C'est un peu ce moment d'épiphanie absolument incroyable, mais qui potentiellement n'a de sens que pour vous, pas forcément pour votre voisin, parce que ça va vraiment faire écho à votre parcours personnel. Là, on touche vraiment dans le registre de l'intime. Les musées n'ont pas forcément vocation à jouer dans ce registre-là. Pourquoi pas? En fait, tout dépend, encore une fois, des enjeux et des objectifs. Et donc pour terminer, donc la bonne équation quand on veut développer selon moi de l'immersion dans un musée au service de la pédagogie, c'est vraiment d'être très clair en tête, d'avoir très clairement en tête à qui on s'adresse. Est-ce que je m'adresse à un public acquis, un public qui est déjà récurrent? Est-ce que je m'adresse à un public proche ou est-ce que je m'adresse à un public qui est éloigné? Est-ce que c'est des jeunes adultes, des enfants, des familles? Donc voilà, de vraiment comprendre à qui on s'adresse et de définir. Bon, alors ça vraiment, hein, c'est tarte à la crème pour tout projet, mais d'avoir des objectifs très clairs. Alors que ce soit des objectifs de la médiation au sens large. Pourquoi est-ce que je veux avoir ce dispositif? Mais d'aller plus dans le détail dans l'objectif de l'immersion. Quelles émotions est-ce que je veux susciter? Avec quoi est-ce qu'ils doivent ressortir? Une question, je trouve, qui marche très bien, c'est de se dire si vous deviez avoir des retours et des commentaires de personnes qui sortent de votre médiation, c'est de se dire c'est quoi le meilleur compliment, le meilleur retour qu'ils puissent faire. Ça vous permet de mettre le doigt sur à quoi doit servir cette expérience et comment la concevoir. Et du coup, pour faire le lien justement à ce qu'on avait vu juste avant, c'est le niveau d'intensité et le type d'immersion. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose de très grand public pour quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise avec l'immersion, c'est pas son terrain de jeu, peut-être pas partir sur une immersion ultra intense. Voilà, donc de vraiment qualifier ça et ne pas chercher à vouloir faire de l'immersif pour faire de l'immersif. Ça, c'est la meilleure règle pour se planter. Vraiment, ne faites pas ça. Posez-vous toujours la question, pourquoi est-ce que je fais de l'immersif et au service de quel discours ça se met et pour quel public. Donc, c'est vraiment d'aligner ces trois dimensions qui vont faire que votre expérience sera réussie plutôt que de vous dire, j'ai fait l'expérience la plus immersive. Si elle répond pas à vos objectifs, si elle touche pas votre public, ce sera raté. Et je donnerai des exemples plus tard. Restez dans les 5 minutes. Merci pour cette présentation, une vraie boîte à outils très très synthétique. Je vais donner la parole à Cédric Lezec. Donc vous êtes directeur des relations extérieures et de la diffusion au Musée des Confluences à Lyon. Et ça doit pas. Ah oui, c'était peut-être pas dans le bon. Voilà, c'est cabane à histoire. Donc, vous allez nous présenter tout particulièrement un dispositif qui a donc été initié par le Musée des Confluences, un dispositif sonore, donc des récits sonores qui sont en lien avec les collections du musée et que vous avez notamment proposé hors les murs à Lyon et dans les environs de Lyon. Voilà. Merci pour ces premiers mots. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être un petit mot d'abord du Musée des Confluences, puisque l'année prochaine, le musée fêtera ses 10 ans. Et pour nous, c'est une année importante au regard de la fréquentation, notamment du musée, qui s'établit aux alentours de 700 000 visiteurs par an. Et si on peut s'en réjouir, ce qui nous réjouit le plus, c'est qu'il fait venir à lui des publics qui d'habitude ne viennent pas dans les musées.
L'année dernière, ça représente quasiment 40 000 personnes qui nous disent ne jamais être venus dans un musée, voire même dans une institution culturelle. Cette particularité, je ne vais pas davantage m'étendre, sans doute vous êtes quelques-uns ou quelques-unes à l'avoir déjà visité. Le musée a une particularité dans ses collections qui mêlent sciences naturelles et ethnographie notamment à travers de grands sujets de société. Mais ce qui m'intéresse là dans le propos autour des cabanes à histoire, c'est bien l'angle social. La dimension sociale du musée et dans ce dispositif en particulier. Alors vous l'avez dit Laure, ce dispositif est un objet hors les murs qu'on a déployé à la fin de l'année 2021 dans des lieux où on n'attend pas le musée, justement. Notre premier lieu, donc on a construit 4 cabanes à l'issue pensé par les équipes du musée. C'est aussi une manière d'avoir, je dirais, s'être appuyé sur les savoir-faire du musée et en termes de médiation et en termes de construction. Je reviendrai un peu sur cet objet tout de suite. Mais l'un des premiers lieux, donc on en a construit 4 à la sortie du confinement, là où, rappelez-vous, nos lieux étaient fermés, où il ne fallait rien toucher et où il fallait essayer d'être dans une forme de proposition qui a sans doute accéléré la relation à l'immersif dont vous parliez précédemment. Et l'un des premiers lieux dans lequel on a installé l'une de ces 4 cabanes à histoire, c'est à la gare Pardieu. Alors pour qui connaît la gare Pardieu, c'est une des gares les plus fréquentées de France. C'est pas loin d'1 million de personnes qui la traversent ou qui vont prendre leur train. Et c'était le crash test de ce dispositif. On l'avait installé donc à la gare Pardieu, dans une école primaire, dans un centre pour des réfugiés qui était géré par l'Armée du Salut et Notre-Dame des Sans-Abris à Lyon, dans un ancien hôpital gériatrique, et dans un autre centre de soins, l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices civils de Lyon. Donc vous voyez des lieux très différents d'abord, avec des populations très différentes et sans doute des usages différents, en tout cas qui appellent la culture, que ça soit Gare et Connexion ou les hôpitaux que les hôpitaux de Lyon que je viens de citer, mais qui bousculaient un peu la relation au patient ou à l'usager ou au client. Cet objet aujourd'hui circule toujours sur la métropole de Lyon. On est à plus de 26 lieux d'implantation sur le territoire qui multiplient, à l'image de ce que je viens de dire, aéroports, écoles, universités, EHPAD, j'en passe et j'en oublie, médiathèque aussi. C'est un objet qui, dès lors qu'il est installé dans ces lieux, n'appartient plus au musée des Confluences. Il est autonome, c'est l'équipe du musée qui vient l'installer, le désinstaller. Qu'est-ce qu'on y entend ? On y entend une histoire, un podcast, que d'ailleurs vous pourrez entendre, si ça vous intéresse, sur le site du musée. Un récit, en fait, immersif, où finalement l'objectif pédagogique est moindre que dans les ateliers de médiation qu'on peut présenter ou offrir au public. C'est bien une invitation. J'aimais bien votre présentation tout à l'heure de finalement quand il n'y a pas besoin d'écran. Il n'y a pas d'écran dans ce dispositif. C'est un vitrail en quelque sorte, une vitrophanie sur lequel, et pour des raisons que vous pouvez imaginer, il n'y a pas d'objet de patrimoine à y présenter. Cette histoire, donc elle se déclenche automatiquement quand une personne, des enfants viennent s'installer et elle dure le temps de l'écoute. Alors à la gare Pardieu, on pouvait observer que ça durait quelques minutes ou quelques instants. Et je vais vous raconter une histoire très courte. Quand on a lancé le dispositif, on a invité la presse locale qui s'est beaucoup saisie de ce projet parce qu'elle a noté l'ancrage du territoire, l'ancrage au territoire du musée dans sa relation justement d'invitation et dans son rôle social. Et il y a un monsieur qui travaillait, semble-t-il, à côté de la gare Pardieu. Il y mangeait un sandwich. Et donc il est interviewé par le journaliste
et lui dit alors qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif? Et devant le journaliste, ça c'est la vie, hein. Il dit moi non mais alors les cabanes à histoire, moi ça m'intéresse pas du tout. Moi ce qui m'intéresse dans ce dispositif, c'est que je viens isolé, manger mon sandwich dans la forêt amazonienne, parce que il y a la Coif Kayapo qui se trouve juste ici, ou les sons de la forêt amazonienne, parce que justement dans cette reconnexion à la fois au patrimoine, au vivant et à l'invitation qu'on peut y faire, je me déconnecte et je viens me sortir du bruit, travailler sur un chantier juste à côté de la Pardieu, qui était voilà. Et moi ça me suffisait. J'avais pas besoin de plus. J'avais pas besoin de quelqu'un qui me dit oui j'ai bien écouté l'histoire jusqu'au bout et voilà. Donc le dispositif se poursuit. Je dirais qu'il est et pour pas mobiliser trop la parole, il est à l'unisson des dispositifs que l'on produit en interne au musée, qu'on est fier de produire. Et là je vous ai mis une petite image à droite. Moi je n'ai qu'une slide, mais grâce à Maxime. Ce dispositif, on l'a adossé à un dispositif, à un projet financé par l'ambassade de France au Vietnam. Ça se passe à Saïgon et on l'a adossé à une formation autour de la médiation, de l'acculturation, en quelque sorte la sensibilisation des professionnels des musées de Saïgon, de Hue et de Da Nang, donc les villes du centre et du sud du Vietnam. Et là, vous la voyez installée dans un des musées, pour le coup, le musée d'histoire de Saïgon, où elle sert à présenter les collections des musées partenaires, puisqu'on a tenté, en les reconstruisant avec eux sur place, de les sensibiliser à une autre façon de voir leur collection et la relation au public de leur collection. Merci Cédric. On reviendra dessus. J'ai plusieurs questions à vous poser au sujet des cabanes et voilà, au-delà du Vietnam, si vous voulez venir en Champagne, je suis intéressée aussi par le dispositif. Avec plaisir. On cherche à développer justement ce projet. On en discutera. Je vais vous laisser donner le micro donc à Antonio Scuderi. Donc vous êtes fondateur et directeur général d'Artglass. Et donc Artglass, vous allez nous présenter cela plus en détail, propose des visites en réalité augmentée de sites culturels et patrimoniaux, donc qui mêlent physique et numérique. Voilà, afin de faire revivre un certain nombre de lieux. Et alors, on en a pas discuté. Je crois que vous vouliez notamment parler du dispositif pour le Duomo de Milan, voilà, en particulier. Bon, je vous laisse choisir les lieux. Voilà, allez-y. Sorry. I'm speaking English, but I understand French. I speak French, but I want to maximize your time and take as much stories and facts that I can. So it's English for a while, but you can speak to me in French. It's easy. Artglass was created inside Capitale Cultura Group as part of Capitale Cultura Group, and it was a decade ago with one sole specific vision, the one of leveraging on the potential of augmented reality on wearable smart glasses, transparent smart glasses, to create stories that may, in a way, make a shortcut between visitors and the museums themselves. That was the vision. A decade later, nowadays, Artglass is an international company, but that is not the true story. What's giving us the very sense of our daily work at Artglass by using augmented reality as a way to make cultural sites speak, tell a story, and reconnect with people living around museums and visiting museums and cultural sites and the territory is the very fact is the one represented by the memory. I want to take you a story, which is the one of the Earthquake Museum in Messina first. Then we'll be speaking about the Milan Cathedral, which is, as you know, one of the most iconic places in Italy. We can start the video on the Messina experience. Thank you very much. It's going to be just a visual background, no sound. You'll be listening my voice. What happened?
just a few of you probably know that in 1908, the city of Messina in Sicily, which is the bridge city between Italy and Sicily on the island, was destroyed by the most powerful ever earthquake in the Italian history. That is a story that we have forgiven over time. And why that? Because the earthquake was tremendous. Half of the population died because of the earthquake, and a tsunami made the rest of the job. At that very time, that was a civil tragedy for Italy. You have to take into account that the tragedy was so sounding to Italian people and to the Italian authorities that all the Italian finance was directed to help Messina in that very time. But because of the decision of the politicians to destroy the rest of the city that survived from the earthquake and to rebuild the city in another place, the memory of the city was ripped of history. And because of that, there is a very strong fracture between the memory and the city was generated, and that's why almost nobody knows now in Sicily and in Italy that such tragedy took place more than a century ago. The challenge, when it came the opportunity to create a permanent museum on the Messina earthquake, it was 1 year ago. We started 1 year ago. The challenge was the one to reconnect the museum, as this museum was created as part of an existing museum, a new section of an existing regional museum. The challenge was the one to reconnect by the memory, the territory, and the museum. We decided to leverage on very simple and functional technologies to create an actual dialogue between the relics of the destroyed city and the history of the city, of the former city destroyed by the earthquake. We have used immersive projections, augmented reality onto wearable smart glasses, and 3D videos. And before that, we have reconstructed in 3D the whole gone city, which no longer exists. The very goal was the one to recreate the experience of a visitor visiting Messina the day before the earthquake. You arrive in Messina and you have a 3D reconstruction, an immersive projection, which takes you throughout the city that is going to be destroyed. Then you have an augmented reality experience on wearable smart glasses, fully transparent, to take a tour across the city by 6 iconic places that are totally destroyed. In the end, you get into an immersive room and you live the experience of what happened actually right before the earthquake. It was, you get into the city theater. That evening, a fantastic show, the Aida, Giuseppe Verdi Aida, took place, and all the citizenships were attending the show. And you live that. In the end, you get back to your hotel, and earthquake takes place. You get immersed into the earthquake experience. What happened? Bottom line, it was a museum. It's a museum. We
launched the museum end of last November, and we weren't expecting anything because the memory, as I was telling you, was gone in a way. The citizens had reacted in an incredible way. As for now, up to 120 schools have already visited the museum. Cultural associations are regenerating memory around the museum. They are recovering their own memory because they didn't know there was another city before the current one. Civil associations and activists are acting around the museum in order to stimulate a debate on the city as it is, because of this historical fracture, the city struggled for decades in order to find again his own identity. And now it's happening. That so many times I stated that, and we all stated, or that museums are the memory of our future. And sometimes I felt that I was overstating by telling them. Now, probably I'm no longer overstating. Merci Antonio. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est parfait, très bien. Alors, je vois que le temps tourne. J'avais beaucoup de questions à vous poser aux uns aux autres, mais je crois que je vais pas pouvoir toutes les poser. Je vais peut-être juste vous poser une question. Voilà, je vous laisserai chacun y répondre. Et puis après, je vous laisserai, parce que je suis sûre que vous avez également dans l'auditoire beaucoup de questions à poser, parce que là, on est vraiment sur des formes de médiation sensorielle, sensible, immersive très différentes. Voilà, donc moi j'aurais beaucoup de questions à vous poser, notamment sur, et c'est peut-être la question que je vais vous poser. Voilà, puisqu'il faut, hein, je vais en garder qu'une, sur justement les retours que vous avez sur ces dispositifs que vous avez proposés en termes d'appropriation par les différents publics. Voilà, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces dispositifs que vous avez proposés? Est-ce que, je sais pas, par exemple pour les cabanes à histoire, vous avez pu étudier si les visiteurs sont venus, si les personnes qui sont allées dans ces cabanes sont venues ensuite voir les collections au musée. Est-ce que voilà, pour la palette de Van Gogh, vous avez pu mesurer comment ce dispositif a permis aux visiteurs de mieux comprendre le processus créatif de Van Gogh? Voilà, quels sont les retours que vous avez sur comment justement ces dispositifs qui vont susciter l'émotion ont permis d'aider justement à la découverte de ces différents patrimoines? Il n'y a pas d'ordre, allez-y. Qui veut? Cédric. Voilà, on va essayer de faire peut-être court, voilà, et puis ensuite je donnerai la parole à la salle. Très court. Je crois que le fait que ça dure depuis 2 ans et demi et que que nos 4 cabanes contribuent à circuler toujours sur le territoire de la métropole et maintenant au-delà prouve qu'il y a une vraie demande. On l'a analysé, on l'a quantifié. Alors, les lieux sont tellement différents que c'est compliqué de vous répondre parce que faire venir 125 patients d'un hôpital psychiatrique, c'est pas la même chose que de faire venir des usagers d'une gare ou d'un aéroport. Ce qu'on constate, c'est quand même que dans la réception, je suis frappé et je le dis à chaque partenaire, c'est un objet dont lorsque l'implantation est réussie, la greffe prend, que généralement on nous dit on aimerait bien la garder parce qu'elle intègre finalement une offre culturelle qui est construite autour de la cabane. Par exemple pour une médiathèque ou pour un EHPAD, j'ai souvenir d'habitants qui nous ont fait ou chez les écoliers à Villeurbanne, ils ont à partir de la cabane baleine. En fait, chaque cabane peut avoir l'un des 6 récits, ils ont fait des ateliers d'art plastique, etc. Et c'est là que finalement le musée existe sans exister. C'est là qu'il est support d'une politique culturelle métropolitaine, publique ou privée, et qu'il est dans une relation, je dirais, de service, mais de service gratuit, hein, et il n'y a pas d'autre dimension que celle-là, auprès surtout moins des institutions que de leurs habitants.
Alors du coup, là, je vais parler plutôt en tant que Onyo. Donc nous, nos créations sont très hybrides. Vous avez peut-être pu le sentir. C'est un peu du podcast, un peu du théâtre. Enfin, c'est immersif. Bon, ça prend plein de formes différentes. Mais donc nous, on est programmé généralement plutôt dans des festivals. Donc typiquement, nous avions été à l'automne dernier au Quai des Savoirs pour leur festival Lumière sur le quai. Donc quand il y a des temps forts justement qui vont vraiment animer. Et donc en fait, peut-être si je peux avoir la zapette. Pour moi, dans cette immersion sensible, il y a deux cas d'usage qui ressortent principalement. Donc c'est soit faire de la conception qui va utiliser directement de l'immersif, ou avoir justement des add-ons, comme on a pu le voir avec Lucid Realities, qui vont pouvoir sur des temps forts justement amener du public. Il y a plein de formes différentes qui émergent, et donc nous on s'intègre en l'occurrence avec Onyo plutôt dans ce cadre-là. Et pour le coup, nos publics sont toujours ravis. Au Quai des Savoirs, nous avons été programmés pendant 3 semaines et toutes les sessions ont été complètes. On a doublé le rythme pour qu'il y ait davantage de sessions, pour qu'on puisse accueillir davantage de public. Ce qu'on voit, c'est que c'est une œuvre qui est très accessible. On parle vraiment à tous les publics, et ça, c'est assez drôle. On parle de 6 ans à 100 ans. On parle de personnes qui s'intéressent aux enjeux écologiques, aux personnes qui s'intéressent pas du tout aux enjeux écologiques. On parle aussi à des personnes en entreprise qui viennent. Enfin voilà, il y a vraiment une variété de publics très large. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils en ressortent de là. Alors, le principal feedback qu'on retient, le principal commentaire qu'on a, c'est à la fin, je me sens apaisée, je me sens reconnectée, ça m'a fait du bien. Et donc, je pense que ça ouvre aussi une autre question, mais je pense que ce sera une autre table ronde sur le lieu de musée comme un lieu de bien-être. L'autre retour qu'on a, c'est justement ce croisement de regards et ce croisement entre des publics qui autrement, peut-être n'auraient pas vécu un moment ensemble et n'auraient peut-être pas partagé, puisque nous, à la fin de nos expériences, il y a un temps d'échange qui fait vraiment partie de l'œuvre et ces publics différents n'auraient pas forcément pris ce temps-là pour échanger. Donc nous, c'est le retour principal qu'on a. Merci. Est-ce que vous souhaitiez également répondre? Oui, Alessandra? Oui, tout à fait. Ouais. Et je vois Saskia dans les publics. Du coup, les retours des publics, ils sont super positifs par rapport à la présentation du projet à OC. Nous, directement, on n'a pas fait des questionnaires vraiment sur qu'est-ce que vous avez appris ou pas. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment... Enfin, je pense on est vraiment resté dans le registre de l'émotionnel. Donc, les gens étaient très émus à la fin de l'expérience, et surtout ceux qui ont fait ce qu'on souhaitait, donc faire l'expérience avant l'expo. C'était vraiment complémentaire. Enfin, il y avait vraiment 2 moments différents. C'était pas du tout un moment didactique, et je pense aussi que il y avait des lections qui étaient très différentes. Il y avait des gens qui se prenaient vraiment beaucoup au jeu des interactions, du coup touchaient tous les boules, bougeaient tous les, on le voyait, bouger, ils donnaient des claques, ils bougeaient vraiment beaucoup. Mais il y en avait d'autres qui étaient vraiment dans la contemplation. Donc après, c'est aussi une chose à prendre en compte quand on fait des projets pour un très grand public. Chacun il va un peu s'en approprier et le vivre de façon différente. Donc il faut laisser un minimum de souplesse pour que chacun puisse y trouver son compte. Voilà. Merci. Antonio? When we started with our augmented reality endeavor, of course, we got some, assumptions. One was that we are going to catch the attention of young generations, because museums are no longer interesting for younger generations. That was true, but that was just a part of the story. As for all the service we have conducted over time, over up to 100 augmented reality experiences, we always have a surprise. The average satisfaction rate is high, but that I'm a journalist, and for me, that is not news. What is the actual news is the fact that the public that likes the most enjoying augmented reality experiences on wearable smart glasses is the one ranging from 60 to 75 years. Un peu plus âgé. Why that?
because of the fact that we have tried over time to make technology transparent, to turn technology into a natural experience, and to create actual stories that have to act and operate under the skin of museums and cultural territories. What matters the most is the story, is the experience. And even more importantly, the relations you are able to power and generate over the experience you have created. That's why we never conceive augmented reality or whichever other technology as a pure technology. Technology is the instrumental tool we power stories over, and that's it. You better be always technology neutral and very humanistic at approaching projects like that. The second point I'd like to stress is the one of inclusion and integration. What I have discovered and what is surprising me the most all the time is the incredible potential of all emerging technologies, in particular augmented reality, as augmented reality is a quite mature technology as for the state of the art. Artificial intelligence integrated with augmented reality is the cutting edge challenge we're facing. But as regards the very mature augmented reality, the potential in terms of including folks that couldn't enjoy culture is unbelievable. If you get into the National Theatre in London, you will be sitting beside folks wearing smart glasses because they are audio impaired. 5 years ago, they couldn't have enjoyed theater. Now they can, thanks to augmented reality, because they have subs in real time generated by an algorithm that can recognize the voice of the actors. So you have the acting and you have the words. And that's it. So always work over the real potential of these technologies in terms of inclusion. If we do that, mission accomplished. Merci Antonio. On voit que c'est un sujet très très riche. Il nous reste une dizaine de minutes pour échanger avec vous. Donc je pense qu'il y a un micro qui va circuler dans la salle. Voilà. Si vous avez des questions, j'en avais d'autres, mais je vais laisser les personnes dans l'auditoire. Si vous avez des questions à poser aux différents intervenants ou à moi. Il y a une question au fond de la salle. Bonjour. On m'entend? Oui. Moi, j'avais une question concernant donc peut-être plutôt les entreprises privées, donc Oigno et Lucid Realities. Par rapport à votre modèle économique, qu'est-ce qui pousse, selon vous, le visiteur? Souvent, c'est des expériences payantes, en plus, en surcoût. Donc, qu'est-ce qui fait que le visiteur serait prêt à payer? Et ce qui a l'air d'être le cas d'ailleurs, parce que vous disiez que c'est des expériences qui sont assez remplies. Donc, selon vous, voilà, qu'est-ce qui fait aussi pour le visiteur, qu'est-ce qui vend, qu'est-ce que vous leur vendez en plus dans ces expériences? Oui. Alors moi, c'est un peu particulier parce que on a, avec Oigno, on a 3 modèles économiques. Donc un qui est vraiment auprès de l'événementiel pour les entreprises, le deuxième qui va être justement dans le culturel, et en fait dans ce cas-là c'est les musées, les festivals qui vont acheter le spectacle pour l'offrir soit gratuitement, soit à un coût très réduit auprès des participants, des visiteurs. Je pense que nous, ce qui rentre aussi en ligne de compte, c'est que on a eu un coût de production qui est important, mais qui est quand même bien moindre que des productions qui peuvent être en réalité virtuelle, et donc forcément le modèle économique n'est pas le même. Et surtout, la deuxième très grosse différence que nous on va avoir, c'est que ce sont des œuvres sur étagère. En fait, avec Oigno,
avec Yann, mon associé. Donc, on fait toute la chaîne de valeur parce qu'on trouve ça plus drôle de faire 5 métiers en un. Mais donc, on est les auteurs, les producteurs, les diffuseurs et les exploitants. Et ce qui fait que on produit nos œuvres et ensuite on va les vendre. Donc, pareil, le coût d'écriture et de production, c'est pas du tout la même chose quand c'est une œuvre qui existe que quand c'est une œuvre qui est sur mesure, comme ça a été le cas, par exemple. Donc, c'est pour ça aussi que les lieux peuvent les offrir. Dans notre cas, à coût réduit. En revanche, donc on a aussi un troisième modèle économique où on fait nous-mêmes de la billetterie auprès du grand public. Et là où les personnes sont prêtes du coup à acheter leurs billets, on a pu tester ça l'année dernière 2 fois à Nantes et au Havre. Et alors, qu'est-ce qu'on leur vend? Nous, c'est encore une fois très hybride, très bizarre. On leur vend de l'immersif, on leur vend un moment de déconnexion. Et ça, en fait, quand on sait qu'on passe plus de temps devant nos écrans qu'à dormir par semaine, en moyenne, on sent que avoir des moments de déconnexion, ça nous fait du bien. C'était aussi ce que tu disais sur les oiseaux en Amazonie. Réécouter les bruits de la biophonie, donc les bruits faits par les êtres vivants, ça nous fait du bien. On a besoin de ça. Donc, nous, ce pourquoi les personnes viennent, c'est un moment inédit, un moment immersif, un moment de bien-être, et c'est des nouvelles histoires. C'est avant tout ça. En fait, la technologie, en l'occurrence pour nous, ils s'en foutent un peu, d'autant plus que le son binaural, donc c'est ce son spatial, tant que vous l'avez pas testé, ça reste très mystérieux, vous avez aucune idée de ce que c'est, et je peux vous dire, c'est une expérience sonore et du son que vous aurez jamais entendu. La valeur perçue de ça, elle est quasi nulle tant que vous n'avez pas testé l'expérience. Et globalement aussi, ce qu'on voit, c'est que un feedback qu'on a souvent, c'est des personnes à la fin nous disent, c'est très surprenant, je m'attendais pas à ça. On leur demande, mais à quoi vous attendez-vous? Ils nous disent, je sais pas, mais pas à ça. Voilà, donc il y a toujours cette surprise quand même et cette expérience avant tout qui permettent d'attirer les publics. Merci, Alessandra. Oui, du coup, donc nous, en tant que société de production, on vient vraiment de l'audiovisuel. Donc c'est vrai qu'on essaye un peu de répliquer un modèle de business qui venait un peu de là, qu'on travaille essentiellement en coproduction avec les musées. Donc ça veut dire qu'on est copropriétaire, on partage les risques et après selon les différentes situations, voilà, il y a un partage des recettes et du ticketing qui est mis en place. C'est ce qui s'est passé pour Van Gogh. On avait fait un ticket séparé qui pouvait être combiné avec le ticket de l'expo. Et je pense que c'est vrai qu'il y a eu toute une première période, nous on s'est beaucoup posé ces questions de distribution où ces projets étaient présentés gratuitement dans les lieux. Et je pense que ça a permis une grande phase d'expérimentation et d'aller vers les publics, faire découvrir ces types d'œuvres. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on rentre dans un moment où il faut aussi, le fait d'avoir un ticket, même si ça doit être bien calibré, pas demander un prix qui n'aurait aucun sens pour une œuvre de 10 minutes ou 15, mais c'est tout à fait une œuvre. Il y a des gens qui ont travaillé derrière, il y a des auteurs, des producteurs, des techniciens. Ça a de la valeur et je pense que c'est important pour les publics de comprendre ça. C'est pas un gadget, mais c'est une œuvre. Et comme on paye pour du cinéma, on paye pour de l'immersif. Voilà. Je pense que c'est vraiment en tant que producteur et créateur, c'est essentiel pour nous de faire comprendre ça. On s'engage et après, sous la question plus de la valeur que ça peut avoir, ça c'est notre défi à nous en tant que créateurs de proposer des choses qui sont de qualité avec une vraie narration, comme on fait pour n'importe quelle création. De toute manière, si on le fait pas, l'effet waouh il va s'estomper et voilà, c'est comme ça. Merci. On a encore le temps pour une question, 2. Allez, une question. Il y a encore des questions dans l'auditoire. Oui, j'en vois une ici. J'avais une question concernant cette médiation sensorielle via des immersions, via le fait de susciter des émotions. Ça s'adresse particulièrement à des publics qui sont peut-être plus éloignés des musées. Est-ce que grâce à ces systèmes, on a pu remarquer que ces personnes fréquentaient davantage les musées? Est-ce qu'il y a vraiment ou est-ce que les personnes continuent à fréquenter les immersions est-ce qu'il y a eu un résultat finalement?
Oui. Oui, je réponds, même si je donne pas une réponse définitive. Je pense que par rapport à ce qui s'est passé avec Van Gogh, par exemple, les publics, il était sensiblement le même que le public habituel du musée. Par contre, ce qui se passe avec, pour dans notre cas, nous, dans les expériences en réalité virtuelle, c'est qu'ils ont vraiment vocation à voyager hors le mur. Donc, l'exposition à Orsay, c'était une première étape. On a une deuxième version qui est plus longue et qui, du coup, a vocation à être présentée hors le mur, et même à l'étranger, qui offre aussi plus des contextes, parce que du coup, on n'est pas dans les cadres du musée où on a toute la médiation autour. Et là, c'est là qu'on va chercher de nouveaux publics. Et on l'avait déjà fait pour un projet précédent, pour Champollion. Après, comme on dit, nous, c'est parfois nos équipes en frame de distribution qui vont dans les médiathèques, les bibliothèques, tous les réseaux culturels, même en région. Mais après, Champollion, c'était aussi les équipes du musée du Louvre-Lens qui sont emparées de l'outil. Et ils ont créé un Égyptobus qui a, avec 2-3 casques, je crois, qui a sillonné la région du Nord et qui proposait dans les places, dans différents lieux dans la région Nord, de faire l'expérience en dehors du musée. Voilà. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est important parce que malgré tout, ces outils, surtout s'ils sont modulables et facilement déplaçables, il faut les amener où le public est. Et comme on est sous le registre de l'émotion et du sensible, je pense que ça fait moins peur. C'est quelque chose qui semble assez accessible, voilà. Juste pour vous répondre, de notre point de vue, le sujet, c'est la collection quand même. C'est l'objet matériel. C'est-à-dire l'environnement technologique, c'est une chose, mais ce qui fonde la nature et les actions et les objectifs d'un musée, en tout cas tel que moi je le conçois, c'est de faire venir à la collection, de faire comprendre la matérialité, l'histoire, la biographie d'un objet. Et je crois que l'un des grands dangers, on a parlé, et c'était la question précédente, l'un des grands dangers quand même de l'immersif, c'est que ça se substitue à cette ambition. Parce que sinon, on parle de musée virtuel, de musée imaginaire. Alors, c'est formidable, le musée imaginaire. Mais la relation à l'objet, elle est, pour nous, en tout cas, il y a d'autres conceptions de musée, absolument fondamentale et incontournable. Tout à fait. Et je rejoins totalement Cédric et également Charlotte, Amélie tout à l'heure sur la question de ces dispositifs. C'est vraiment se poser toutes ces questions de pourquoi ces dispositifs, à qui on veut s'adresser, qu'est-ce qu'on veut éveiller chez les visiteurs, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme finalité, et ne pas en fait penser ces dispositifs que pour le dispositif lui-même. Et je sais que nous, c'est comme ça qu'on a pensé les choses au musée d'Épernay, c'est faire en sorte que ces dispositifs trouvent leur place au sein d'un parcours permanent, d'un parcours de visite. Il y a différentes formes de découverte des collections. On peut être sur le ludique, on peut être sur le tactile, on peut être donc sur du polysensoriel, on peut être sur de l'immersif, mais toujours en lien avec les collections. Et vraiment le cœur de la visite, c'est les collections, mais on offre différentes formes de découverte et on met en fait tout ça en connexion. Et par exemple, nous, nos casques à réalité virtuelle, ils prennent place au milieu d'autres vecteurs de médiation, des facsimilés, des vidéos, des interviews d'experts, une carte au sol qui reproduit un hypogée, une sépulture souterraine. Et en fait, c'est grâce à toutes ces formes de médiation que vraiment on va créer l'échange, on va donner du sens en fait, et on va pouvoir partager ce patrimoine avec nos visiteurs. Et par exemple les casques, nous on s'en sert aussi beaucoup pour tout ce qui est hors les murs. On les emmène sur des salons, même des salons touristiques, pour faire découvrir le musée. On a les casques qui nous permettent de dire voilà, ça vous les retrouverez au musée, mais en plus vous aurez les collections au musée. Voilà. If I can add something, just piece of the Messina experience. I didn't mention that the first idea in Messina was the one of a totally virtual museum. Personally, I said, no, not at all. We have museums basements that have plenty of relics, of objects from the city, from the gone city. Let's take it out. Let's take it and let's retrieve all these objects. Now people that, of course, the digital piece is the way to interact and to take a story. But
even more importantly now, the citizens of Messina, and never forget that local public is always the most important. Now they can touch that city that belongs to them. They can sit over the columns or capitals. They can touch that city. The physical relation is always paramount. Digital touch points are instrumental to make barriers tumble down and to, in a way, reappropriate the story and the artifacts and the Je crois que collection. ça sera le mot de la fin et c'est une très belle manière de conclure, de dire que tout ça se fait au service du patrimoine et des collections muséales. Un grand merci à vous quatre. Un tout petit mot, dernier petit mot. Ok. Et je conclurai juste en vous donnant 3 références si vous voulez creuser le sujet. Oui, le mot de la fin, c'est juste de vous dire que si ce sujet de l'immersif vous passionne, il y a les journées de l'immersif qui ont lieu les 22 et 23 avril prochains à Rennes, qui va accueillir donc l'ensemble des créateurs de l'immersif français dans leur plus grande variété. Et donc tous les acteurs qui s'intéressent à l'immersif sont bien sûr les bienvenus. Très bien. Merci Charlotte, Amélie. Vous retrouvez donc plusieurs des intervenants de cette table ronde dans la revue du CITEM. Donc il y a un article qui est consacré à cette thématique. Vous rappelez donc d'aller sur le stand d'ICOM France si vous voulez aller feuilleter ou vous procurer ces actes des journées professionnelles qui étaient dédiés justement à ces nouvelles formes de médiation. Et vous dire enfin, si vous êtes donc intéressé par le sujet, de lire un article qui est paru dans la lettre de l'OCIM par Anne-Sophie Grassin, qui est donc médiatrice au MACVAL et qui s'intéresse beaucoup à toutes ces questions de la médiation sensible. Elle a écrit un article en 2022 qui s'appelle « Le tournant sensible de la médiation culturelle » et qui justement interroge et pose toutes ces questions qu'on a essayé de soulever aujourd'hui. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on a essayé d'aborder justement la diversité et la multiplicité de ces nouvelles formes de médiation. Voilà. Merci à vous.